Bonjour les amis et bienvenue dans la plateforme éducative Étudier Smart, plateforme dédiée à l'accompagnement des apprenants dans l'acquisition des compétences, dans l'acquisition des connaissances, dans les différentes méthodologies qui permettent de résoudre les problèmes, résoudre les sujets auxquels ils sont soumis lors des évaluations séquentielles, mais également lors des évaluations de fin d'année. Un homme de guerre expérimenté faisait cette déclaration, je cite, « Aussi puissante qu'elle soit, aucune armée ne peut remporter une guerre sans méthode. » Je reprends, « Aussi puissante qu'elle soit, aucune armée ne peut remporter une guerre sans méthode. » Pour donc mettre hors d'état de nuire tous les sujets qui essayent de s'opposer à vous lors des évaluations, vous devez mettre en exergue les compétences acquises et surtout la méthodologie appliquée à cette discipline, sans laquelle vous ferez toujours face aux échecs, aux déceptions et parfois même à la dépression. Pour vous accompagner donc dans la maîtrise ou bien l'acquisition des compétences dans cette discipline, j'ai la lourde charge, Issou Félix, enseignant de géographie dans la plateforme, nanti de quelques années d'expérience, de vous accompagner en essayant d'apporter un petit grain de sable dans le tas de sable que vous avez déjà pour vous faciliter votre évolution. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager pour permettre également à vos camarades de bénéficier de ces explications. Comme on le disait donc, nous allons commencer avec une méthodologie, la méthodologie de la rédaction du devoir en histoire et en géographie au second cycle selon le modèle APC. La méthodologie de la rédaction du devoir d'histoire et de la géographie au second cycle selon le modèle APC. Très bien. Selon le modèle APC, parce que dans le temps, on avait le modèle APO. Très bien. Sans plus tarder, nous allons avancer. La méthodologie de la rédaction du devoir d'histoire et de la géographie au second cycle prend en compte deux principales parties. On peut les appeler partie 1 ou première partie, appelée l'évaluation des ressources, partie 1, partie 1, l'évaluation des ressources. Et aussi la partie 2 ou deuxième partie intitulée l'évaluation de l'agir compétent, l'évaluation de l'agir compétent ou encore l'évaluation des compétences. Compétences.
Chacune de ces parties est notée sur 9 points. Et on peut également prendre la dernière partie qui est non négligeable, qu'on appelle le perfectionnement. Qui est noté sur 2 points. Donc, en gros, la méthodologie de la dissertation, de la rédaction en histoire-géographie et même en ECM comporte 2 grandes parties avec une petite partie qui porte sur le perfectionnement. Avant, on l'appelait présentation. Sans plus tarder donc, nous allons engager avec l'explication de la première partie. La première partie, l'évaluation des ressources, est une partie qui amène l'apprenant à utiliser les différentes connaissances acquises tout au long des leçons qui lui ont été dispensées. Et lorsqu'on parle des ressources, on voit ici 3 principaux éléments, à savoir les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Chaque sujet qu'on met à sa disposition attend de lui qu'il mette en exergue l'un de ses savoirs qu'il a acquis au cours des séances de classe, à savoir les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Cette grande partie qu'on appelle donc l'évaluation des ressources appelle l'apprenant à mettre en exergue son intelligence, sa capacité de raisonnement et sa capacité de résolution des problèmes qui sont face à lui, qui lui sont soumis, pour apporter des solutions qui vont permettre d'aider l'ensemble, qui vont permettre d'aider la société en général. Dans cette partie donc, il y a 2 sous-parties, du moins 2 questions. La première question est intitulée, déjà la première question, c'est une question de cours. On va écrire, c'est une question de cours à laquelle l'apprenant doit répondre par une production écrite cohérente, par une production écrite cohérente, je vous en prie, par une production écrite cohérente. Cette partie est notée sur 5 points. Ici, comme on le dit, c'est une production écrite cohérente, ce qui veut dire qu'elle prend donc en compte plusieurs éléments sans lesquels la production ne peut être cohérente. Ce qu'il faut retenir pour commencer, c'est que la question que l'on pose est prise dans une seule leçon du programme elle peut porter donc sur une seule leçon du programme dans son ensemble ou encore elle peut porter sur une partie d'une leçon. Une partie d'une leçon du programme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'on ne peut pas prendre 2 leçons différentes et poser une question pour demander une production écrite
à un apprenant, l'on va toujours prendre une leçon. L'on peut également prendre une partie d'une leçon. On sait que les leçons généralement ont une introduction, un grand 1 qui peut être les causes, un grand 2 qui peut être les manifestations, un grand 3 qui peut être les conséquences. Et on a la conclusion. C'est donc pour dire quoi? Supposons que la leçon soit la Première Guerre mondiale. Ça, c'est la leçon. La question peut porter sur toute la Première Guerre mondiale. Par exemple, on peut poser une question qui touche toute la leçon. Et là maintenant, les éléments de réponse que l'apprenant va ressortir portent sur les grandes parties. On peut également, dans un autre sujet, prendre une seule partie de la leçon portant sur la Première Guerre mondiale. Le sujet peut être de présenter les causes. Cela veut donc dire que les éléments que l'apprenant va ressortir porteront uniquement sur les causes. On peut parler des manifestations. Les éléments que l'élève va développer portent exclusivement sur les manifestations. On peut également demander aux élèves de présenter les conséquences. Donc, en résumé, on retient que dans cette partie, l'apprenant doit, on retient pardon, que la question porte sur une seule leçon. Maintenant, pour répondre donc à cette question qui est soumise à l'apprenant, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Nous allons les évoquer à tour de rôle. On a dit que la partie est notée sur 5 points. Les éléments donc qui entrent dans cette partie sont, premièrement, le préambule. Deuxièmement, explication. On peut appeler cette partie argumentation. Les autres éléments sont les exemples, illustrations, et la dernière partie c'est le bilan. Voilà donc les 4 éléments qui entrent dans la production écrite cohérente. On dit cohérente parce qu'il y a un ordre que l'on doit suivre. On doit commencer au préalable par le préambule. Dans le préambule, on va montrer à l'apprenant ce qu'il doit dire. On aura les explications de ce qui a été annoncé dans le préambule. On aura ensuite les exemples pour appuyer ce qui a été dit dans les explications du développement de ce qu'on a annoncé dans le préambule. Et à la fin, on va faire un bilan. Le bilan qui permet de clôturer avec la partie. Donc, en gros, l'apprenant doit toujours avoir ces 4 éléments dans sa tête et savoir qu'ils doivent ressortir impérativement de tout sujet qui lui est donné. Comme on disait donc tout à l'heure, cette production écrite a une consigne très claire. La consigne dit ceci. C'est dans une production écrite de 10 à 15 lignes. 10 à 15 lignes concernent les classes de seconde,
toutes les classes de première et exclusivement les classes de terminale C, D, du moins les classes scientifiques. Ça, c'est en histoire. En histoire. 15 à 20 lignes. Conformément au test signé en mars 2022, 15 à 20 lignes, c'est pour les terminales littéraires. Ça, c'est également en histoire. Donc, on va dire, on peut même revenir ici, 10 à 15 lignes en histoire, en géographie et même en ECM. 15 à 20 lignes uniquement pour les terminales littéraires et exclusivement dans la discipline histoire. Il n'y a pas 15 à 20 lignes en géographie, il n'y a pas 15 à 20 lignes en ECM, ce n'est qu'en histoire. Très bien. Puisque nous avons déjà la consigne qui demande de traiter dans un intervalle de 10 à 15 lignes, bien de 10 à 20 lignes, en fonction de la série, surtout en terminale, en histoire, la consigne se traite donc de la manière suivante, dans 4 éléments importants que l'apprenant doit maîtriser pour pouvoir résoudre les problèmes qu'il rencontre. Le premier élément dont nous allons parler, c'est le préambule. Le préambule est cette phrase d'entrée qui présente le sujet. On peut l'appeler l'amorce, on peut l'appeler l'entrée en matière, on peut l'appeler l'accroche, comme on dit l'accroche. C'est une phrase que l'apprenant utilise pour situer le sujet dans le temps, dans l'espace, afin de ne pas être vague. C'est cette première phrase qui donne au correcteur l'envie de lire, de poursuivre la lecture. Si le préambule est donc mal fait, automatiquement la poursuite de la lecture sera difficile. Le correcteur ne sera plus à l'aise. C'est pour cela qu'il faut utiliser une phrase percutante, une phrase choc. Nous avons souvent eu à regarder les films à la télé. À partir du titre, on voyait si on va rester ou si on va zapper. Quand on voyait un titre, Vengeance aveugle, le dernier coup du dragon, on était content et on s'asseyait. Vengeance aveugle. On voulait voir ce qui va se passer. Le dernier coup du dragon, on voulait voir. Mais si on tombait sur un titre tel que Les fleurs sont mortes, on dit les fleurs sont mortes pour nous quoi dedans. On trouve un titre, Le voyage de Vanessa. C'est pour elle. Donc, ici, la phrase percutante est importante. C'est la phrase choc qui retient l'attention de celui qui corrige ou bien de celui qui lit la copie. Il est donc important pour l'apprenant de maîtriser les différentes approches qui permettent d'avoir un préambule percutant. Lorsqu'on a donc fini avec le préambule, on n'oublie pas que les idées qui seront annoncées doivent juste être annoncées sans être développées dans le préambule. Puisque la deuxième partie, qu'on a appelée tout à l'heure explication, bien argumentation, c'est elle qui vient, deuxième partie, les explications.
c'est cette partie qui vient argumenter, qui vient rendre plus explicite les idées qui ont été annoncées dans le préambule. L'apprenant également doit maîtriser les différentes techniques qui lui permettent d'expliquer les idées évoquées dans le préambule sans avoir à divaguer. Le tout n'est pas de raconter tout ce que l'on sait sur une information, mais de parler de ce que l'on sait de manière claire et précise. N'oublions pas que nous avons un intervalle de 0 à 15 lignes ou bien de 0 à 20 lignes en fonction de la série et du niveau dans lequel on se trouve, plus précisément pour les terminales littéraires qui ont droit à 20 lignes en histoire. Il faut donc être le plus concret possible. Plus tard, nous allons donc évoquer les stratégies que l'apprenant peut utiliser dans les explications. Pour montrer que tu as compris ce que tu es en train de dire, il faut venir appuyer cela par des exemples ou les illustrations. Les exemples ou les illustrations. L'exemple ou l'illustration ici vient tout simplement appuyer l'explication. Par exemple, on a l'idée, on est en histoire, on parle des conséquences économiques de la Première Guerre mondiale. Par exemple, le préambule, on va le donner. La Première Guerre mondiale est ce conflit qui s'est déroulé entre 1914 et 1918. Et il a entraîné de nombreuses conséquences, parmi lesquelles la destruction, les conséquences économiques parmi lesquelles la destruction des industries et la destruction des plantations. C'est ça. Concernant la destruction des industries, on entre dans les explications. Concernant la destruction des industries, on explique. On dit comment s'est passée la destruction. Et pour montrer qu'on est en train de dire ce qui est vrai et qu'on peut prouver, on va venir avec un exemple pour dire, par exemple, les industries d'armement en Russie. Par exemple, les grandes plantations en France. Par exemple, les grandes plantations en Angleterre. Ce sont des exemples qui viennent montrer que les explications données sont justes et qu'elles vont avec les idées annoncées dans le préambule. Lorsqu'on a donc fini avec cette partie, il y a un dernier élément qui est important qu'on appelle le bilan. Le bilan ici n'est pas le lieu où on va venir rappeler tout ce que l'on a dit. Le bilan, c'est un constat que l'on fait de tout ce qui a été dit. C'est une phrase. On peut effectivement, la Première Guerre mondiale a eu de nombreuses conséquences économiques. On peut faire une analyse. Les affrontements observés lors de la Première Guerre mondiale ont entraîné de nombreuses conséquences dans le domaine économique. C'est le bilan. On ne va pas venir dire il a été question. Ce n'est pas le rappel du sujet, mais c'est plutôt un bilan. Et le bilan est important pour marquer la fin de son étude. Donc, voici en gros ce que l'apprenant doit retenir dans cette première question de la première partie intitulée l'évaluation des ressources. C'est une question de cours à laquelle l'apprenant doit répondre par une production cohérente. Et on a dit que les éléments qui entrent dans cette partie sont le préambule, les explications,
les exemples ou illustrations et le bilan. N'oublions jamais cela. Nous voici arrivés au thème de l'étude de notre première question, de la première partie de notre épreuve, l'évaluation des ressources. Pour donc résumer tout ce que nous avons dit dans cette première partie, nous allons présenter deux schémas, si on peut le dire, deux graphiques, un schéma fonctionnel et un tableau qui permet à l'apprenant de vérifier si effectivement tout ce qu'il a eu à mentionner, bien tout ce qu'on a eu à évoquer apparaît dans son devoir. Donc le premier se résume ainsi. Le préambule, la première idée, l'explication, exemple. Donc, idée 1, explication numéro 1, exemple numéro 1. Nous sortons ce schéma. Après le préambule, lorsqu'on entre dans la première partie, on va prendre la première idée que l'on va expliquer. On va donner des exemples. Après cela, on va dans l'idée 2, explication 2, exemple 2. Lorsqu'on dit 2, là, ça veut dire la deuxième idée. On a ici notre deuxième idée, son explication, les exemples. À la fin donc de tout cela, on doit retrouver un bilan. Les deux se retrouvent encore pour donner un bilan. Donc, sur son épreuve, bien sûr son brouillon, lorsque le candidat travaille son sujet, il doit être sûr que les éléments de réponse qu'il ressort respectent le schéma qui est présenté ici. Au début, il y a un préambule. À côté du préambule, on a deux idées. Chaque idée a une explication. Chaque explication est appuyée par un exemple, comme on voit là. On finit d'abord avec la première idée. Ensuite, on prend la deuxième idée, on achève. Et à la fin, on ressort un bilan. Ça, c'est un schéma simple que l'apprenant peut utiliser pour vérifier s'il a pris en considération les 4 éléments qui ont été mentionnés. Il peut également faire ceci, un tableau. Nous allons tracer un tableau que voici. Et c'est à lui de choisir ce qu'il trouve aisé. Vous voyez bien que les cases ne sont pas proportionnelles. Nous avons ici les idées secondaires, puisque généralement, on demande à l'apprenant de présenter deux éléments. Les idées secondaires. Il y a dans cette partie, on a les arguments. Les arguments peuvent être les définitions ou les explications. On peut définir l'idée secondaire
où on peut apporter des explications à l'idée secondaire. Et à la fin, on a exemple ou illustration. Bien. Ici donc, on a l'idée secondaire 1, là, l'idée secondaire 2. Le devoir demande à tout apprenant de ressortir 2 éléments. Si on revient sur notre sujet, on prend un sujet, présente les conséquences de la Première Guerre mondiale. On sait qu'on attend 2 éléments. Donc, comme conséquence, on peut ressortir, par exemple, première idée secondaire. On écrit ici sur son brouillon. Conséquences économiques. Argument. On sait déjà qu'il y aura des destructions. Il y aura des démolitions. Il y aura des chutes des prix des produits. Comme exemple, conséquences économiques, on aura par exemple la fermeture des industries. On peut également avoir destruction des voies de communication. On fait la même chose ici. Par exemple, on va parler des conséquences humaines. On n'est pas en train de dire qu'on va utiliser ces mots-ci. Ces mots, je reviens d'abord là-dessus. Ces mots, c'est un groupe de mots. Ce sont eux qu'on utilise pour développer, pour expliquer les conséquences économiques. Comme conséquence économique de la Première Guerre mondiale, on a observé la destruction de nombreuses infrastructures qui ont facilité auparavant le développement de l'économie. Parmi ces infrastructures, nous avons les voies de communication. C'est comme ça, ce n'est pas pour dire qu'on prend les choix, on explique, non. Ce sont des idées qui nous permettent de bâtir notre devoir lorsqu'il faudra entrer sur la feuille de composition. Donc, on ne fait rien pour rien. On réfléchit avant de poser une action. Donc, on va faire la même chose avec l'idée de conséquences humaines. On va prendre, il y aura les morts, il y aura, on va écrire, argument, conséquences humaines. On aura des morts, on aura des disparus, on aura des blessés, etc. Comme exemple, donc, on va dire par exemple 7 millions de morts. Et à partir de cela, l'apprenant donc monte son paragraphe. Il revient dans son schéma. Il sait que pour monter son devoir, il va d'abord avoir, après le préambule, l'idée, plus l'explication, plus exemple 1. Il continue à la suite en prenant l'idée 2 plus l'explication 2 plus exemple. Et à la fin, il fait son bilan. Voilà ce qu'on attend de l'apprenant dans cette partie. Et j'insiste là-dessus. S'il parvient à maîtriser ceci, il mettra hors d'état de nuire
tout sujet qui essaiera de s'opposer à son succès. Donc, merci une fois de plus pour avoir pris part à cette présentation et nous ne cesserons de le dire. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, c'est-à-dire d'aimer, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé des autres vidéos qui seront produites et n'oublie pas de partager pour faire également bénéficier de ces connaissances à tes camarades. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.